Bonjour, chers élèves. En ces situations particulières, on va essayer de vous proposer des exercices de baccalauréat des années passées, c'est-à-dire essayer de corriger les épreuves de baccalauréat des années passées en mathématiques pour les séries S1 et S2. Alors, pour cette partie, nous allons essayer de corriger euh, l'épreuve de la session normale de l'année dernière, 2019, pour la série S2. Pour la première partie, on va essayer d'abord de voir avec l'exercice 1 qui porte sur les parties suivantes. La probabilité conditionnelle, formule de probabilité totale, formule de Bayes et suite géométrique. Alors, voici la situation de l'exercice 1. Dans une classe de première S2 de 45 élèves, à l'issue du premier devoir, 30 élèves ont eu la moyenne. Maintenant, l'exercice nous donne des hypothèses selon lesquelles si un élève a eu la moyenne au niveau d'un devoir, la probabilité qu'il ait la moyenne au niveau du devoir suivant sera égale à 1 demi. Si un élève rate la moyenne au niveau d'un devoir, la probabilité qu'il ait la moyenne au niveau du devoir suivant sera égale à 1 tiers. C'est à la base de ces données-là qu'on va traiter l'exercice. Alors, on donne aussi des appellations. Il faut baptiser les événements. EN, c'est l'événement. L'élève a eu la moyenne au niveau du énième devoir. EN bar, c'est l'événement. L'élève n'a pas eu la moyenne au niveau du énième devoir. PN, c'est la probabilité de EN. La probabilité que l'élève ait la moyenne au niveau du énième devoir, ainsi de suite. Alors, on demande de déterminer P1. P1, ce n'est rien d'autre, donc, d'après ces notations, que la probabilité de l'événement E1, c'est-à-dire la probabilité que l'élève ait la moyenne au niveau du premier devoir. Voici les données. On connaît le premier devoir, il y avait combien d'élèves et combien ont eu la moyenne. On vous demande la probabilité que l'élève ait la moyenne au niveau qu'un élève ait la moyenne au niveau à l'issue du premier devoir. Donc, voici donc, au niveau du premier devoir, il y a 45 élèves. 30 ont eu la moyenne, donc P de 1, c'est-à-dire probabilité qu'un élève ait la moyenne, c'est 30 divisé par 45. Alors, en petit 2, on demande de déterminer P de E2 sachant E1. La probabilité qu'un élève ait la moyenne au niveau du deuxième devoir, sachant qu'il avait eu déjà la moyenne au niveau du premier devoir. Ça, c'est l'exercice qui le donne directement. Il faut savoir lire les énoncés. Donc, jusque-là, c'est des lectures. Hein. La probabilité qu'un élève ait la moyenne au niveau du devoir, si on sait déjà qu'au niveau du premier devoir, il avait eu la moyenne, c'est égal à un demi qui est là, parce qu'on vous l'a dit. Si au niveau d'un devoir, vous avez la moyenne, la probabilité que vous ayez la moyenne au niveau du devoir suivant sera égale à 1 demi. La probabilité qu'un élève ait la moyenne au niveau du deuxième devoir, sachant qu'il avait raté la moyenne au niveau du premier devoir, c'est 1 tiers qui est là. Hein. Ça, c'était jusque-là, c'est lecture directe des données. Donc, vous allez le voir, à partir de ces données qu'on a, P1, P2, E2, sachant 1, ainsi de suite, on peut dresser notre arbre et calculer P2. Donc, voici l'arbre qu'on aura. Au niveau du premier devoir, il y a 2 issues possibles, avoir la moyenne ou bien ne pas avoir la moyenne. Au niveau du premier devoir, la probabilité d'avoir la moyenne, c'était égal à 2 tiers. La probabilité donc de ne pas avoir la moyenne, c'est l'événement contraire, sera 1 tiers. Donc, au niveau du deuxième devoir, voici les résultats possibles. C'est-à-dire avoir la moyenne, sachant qu'au niveau du premier devoir, on avait eu déjà la moyenne, qui est là, les 1 demi qu'on a dit tout à l'heure. Ou bien, ne pas avoir la moyenne, sachant qu'au niveau du premier devoir, on avait déjà eu la moyenne, qui est là, qui est égal à 1 demi. Alors,
ou bien avoir la moyenne au niveau du premier devoir, sachant qu'au niveau du deuxième devoir, sachant qu'au niveau du premier devoir, on avait raté la moyenne, qui est égale à 1/3. Donc, son événement contraire, c'est rater la moyenne au niveau du deuxième devoir, sachant qu'on l'avait déjà raté au niveau du premier devoir, qui vaut 2/3. Donc, je vous ai dit, c'est la lecture de l'énoncé qui donne les résultats suivants. Alors, on demande d'en déduire P2. P2, c'est quoi? P2, c'est la probabilité qu'un élève tiré de la classe ait la moyenne au niveau à l'issue du deuxième devoir. P2, c'est ça. Donc, on va vite voir. Ça, c'est là. Donc, P2, vous avez vu le deuxième devoir. Quelle est la probabilité qu'un élève ait la moyenne, non? Tout court. Donc, P2, E2 qu'on demande. Donc, avoir la moyenne, il y a deux possibilités. Soit l'élève avait déjà la moyenne au niveau du premier devoir et a maintenant la moyenne au niveau du deuxième devoir, ou bien l'élève n'avait pas la moyenne au niveau du premier devoir et maintenant il a la moyenne au niveau du deuxième devoir. Ce qui se traduit par là. Donc P2, c'est P de E2, probabilité que l'élève ait la moyenne au niveau du deuxième devoir. Donc, soit il a la moyenne au niveau du deuxième devoir et premier devoir, donc avoir la moyenne au niveau du premier et deuxième, le S se traduit par l'intersection, ou bien, qui se traduit par plus, avoir la moyenne au niveau du deuxième et ne pas avoir la moyenne au niveau du premier. Donc voilà les deux cas possibles. Soit tu avais la moyenne au niveau du premier et que maintenant au niveau du deuxième tu as la moyenne, ou bien tu n'avais pas la moyenne au niveau du premier et maintenant tu as la moyenne au niveau du deuxième. Maintenant, vous avez vu tout à l'heure, on a mis l'intersection. Vous avez vu, on a mis E1, P de E1 inter E2. C'est là qu'intervient la formule de Bay. Déjà, qui nous dit que la probabilité E1 inter E2, c'est la probabilité de E1 sachant E2, donc cette probabilité-là, que multiplie la probabilité de E1. La probabilité de E2 inter E1 bar, c'est la probabilité qui est là, et de E2 sachant E1, que multiplier la probabilité de E1 bar. Donc, on aura, pour la réponse, on aura P de E1 multiplié par P de E2 sachant E1, plus P de E1 bar multiplié par P de E2 sachant E1 bar, qui est là. Donc, P de E2 inter E1, c'est P de E2 sachant, ça c'est un sachant qui devait être ici, E1, que multiplie P de E1, plus P de E2 sachant E1 que multiplie E1 bar, hein, ici c'est E1 bar, hein, que multiplie P de E1 bar. Donc, quand on regarde à travers l'arbre, on peut vite voir que c'est les résultats là qu'on aura. Donc, ce qui donne P2 qui est égal à 4/9. Alors, à partir de la question 3, on essaie de généraliser ce qu'on a obtenu à l'issue du premier et du deuxième devoir à tout autre devoir et le devoir qui le suit. Par exemple, quand on prend le devoir n et le devoir n plus 1, quel est le lien quel est le lien qu'ils auront en termes de probabilité? C'est pour cela, en termes de probabilité, donc c'est pour cela qu'on demande de montrer que Pn plus 1 est égal à 1/6 de Pn plus 1/3. Donc la probabilité qu'un élève ait la moyenne au niveau du devoir n plus 1 sera égal à 1/6 de la probabilité qu'il ait la moyenne au devoir numéro n plus 1/3. Comment on va montrer ça? On va essayer de faire exactement la même chose qu'avec le premier et le deuxième devoir. Alors ici, vous avez le devoir numéro n maintenant, plus 1 et 2, mais devoir n et le devoir n plus 1. À l'issue du devoir numéro n, on a calculé, on a vu la probabilité qu'un élève ait le devoir, la moyenne au niveau du devoir n
comme on l'a défini, c'est Pn. Donc, naturellement, la probabilité qu'il n'ait pas la moyenne au devoir numéro n, c'est 1 moins Pn. Maintenant, la probabilité qu'il ait la moyenne au niveau du devoir numéro n plus 1. Si on sait qu'il avait la moyenne au niveau du devoir n, donc la probabilité qu'il ait la moyenne au niveau du devoir n plus 1 sera égale à 1 demi. Si on sait qu'il avait pas la moyenne au niveau du devoir n, donc la probabilité qu'il ait la moyenne au niveau du devoir n plus 1, ce sera 1 tiers. Ça, c'est toujours les données de l'exercice. Et on complète les deux autres branches qui sont là, qui sont les complémentaires des événements. Là. Donc, on va essayer maintenant de déterminer la probabilité Pn plus 1, comme on l'a fait toujours avec la probabilité P2. Vous avez vu qu'on a fait avec P2. Donc, probabilité d'avoir la moyenne au niveau du devoir n plus 1, c'est soit avoir la moyenne au niveau du devoir n plus 1, avoir la moyenne au niveau du devoir n et avoir la moyenne au niveau du devoir n plus 1, ou bien ne pas avoir la moyenne au devoir n et avoir la moyenne au devoir n plus 1. Ça, c'est ce qu'on appelle la formule de probabilité totale, hein, de passage. Donc, vous allez voir les Pn qui sont là. S'il y a indépendance, vous allez voir les Pn qui sont là, les événements qui sont là. Il faut sommer les intersections qui sont là. Donc, Pn plus 1, c'est la probabilité de n plus 1 qui est égale à Pn plus 1 inter n, ça veut dire avoir la moyenne au niveau du devoir n et l'avoir au niveau du devoir n plus 1, ou bien le louper au devoir n et l'avoir au niveau du devoir n plus 1. Ça, c'est la formule de probabilité totale. Si on avait deux autres branches, on allait additionner encore les possibilités qui adviendront. Maintenant, toujours, c'est la formule de probabilité, formule de Bayes qui revient, ou bien formule de probabilité conditionnelle, on le dit souvent. Donc, P de En plus 1 inter En, c'est P de En plus 1, sachant En, multiplié par P de En, toujours la formule. Ici aussi, P de En plus 1 inter En, c'est P de En plus 1, sachant En, multiplié par, sachant En bar, multiplié par P de En bar. Alors, quand on regarde sur l'arbre, on voit directement que ça là, ça vaut 1 demi, ce qui est là. En plus 1, sachant En, multiplié par P de n qui est là. Donc, multiplication des éléments de cette branche. Plus ça, qui est P de n plus 1, sachant En bar. Encore une fois, je l'ai omis. Voilà, c'est P de En bar. Voilà, qui est là. P de n plus 1 sachant qui est là. En plus 1 sachant En bar multiplié par 1 multiplié par P de En qui est égal à 1 moins En. Donc c'est 1 tiers multiplié par 1 moins En. Quand on développe, on aura ça, on multiplie par 1 demi, ainsi de suite. Et c'est le résultat voulu qui est là. Maintenant, arrivé au niveau des suites, on définit maintenant une suite UN qui est définie par, bon, UN est égal à Pn moins 2 cinquièmes. Pour tout n non nul, hein, parce que, bon, l'idée de base, c'était des devoirs, donc on ne peut pas parler de devoir 0, mais devoir 1, ainsi de suite. L'idée de base, c'est ça. Donc, on fixe bien n non nul, n appartenant à n étoile, donc. Donc, on demande de montrer que UN qui est défini par ça est une suite géométrique dont on précisera naturellement la raison et le premier terme. Alors, UN est défini par UN égale à Pn moins 2. UN est défini par
UN égale à Pn moins 2 cinquièmes, quel que soit n appartenant à n étoiles, c'est-à-dire n non nul. On demande de montrer que UN est une suite géométrique. Donc il faut d'abord, pour savoir une suite géométrique, c'est une suite dont il y a une relation, une relation géométrique entre le terme n plus 1 et n. Donc, naturellement, on va aller chercher ce que va valoir UN plus 1. Donc, si UN est égal à Pn moins 2 cinquièmes, UN plus 1 donc sera Pn plus 1 moins 2 cinquièmes. Mais Pn plus 1, on l'avait déjà établi au niveau de la question numéro 3. Pn plus 1, c'est égal à 1 sixième de Pn plus 1 tiers. Donc, quand on additionne 1 tiers et moins 2 cinquièmes, on aura 1 sixième de Pn moins 1 quinzième. Afin de pouvoir effectuer une factorisation, 1 quinzième, on va l'écrire sous la forme de 2 sur 30. 1 sur 15, c'est 2 sur 30. Afin de factoriser par 1 sixième. Alors, quand on factorise par 1 sixième, on aura toujours UN plus 1 égale à 1 sixième de Pn moins 2 sur 5. Hop, 2 sur Pn moins 2 sur 5, c'est UN. Donc, UN plus 1 est égal à 1 sixième de UN. Ouais. UN plus 1 égale à 1 sixième de UN. Et ça, c'est la définition d'une suite géométrique de raison 1 sixième. Donc, de raison 1 sixième. Donc, pour ce qui est du premier terme, donc là, on dit que UN plus 1 est égal à 1 sixième de UN. Donc, UN est une suite géométrique de raison 1 sixième. Premier terme, c'est U1. N appartenant à n étoiles. Donc, le premier terme, c'est U1. U1, c'est, d'après la définition, U1, donc ça va valoir P1 moins 2 cinquièmes. P1 moins 2 cinquièmes. Mais P1, on l'a calculé depuis le début. Quand on le remplacera, on calculera, on verra que ce sera 4 cinquièmes qu'on aura. Exprimer UN en fonction de n. Ça, et ensuite, Pn en fonction de n. Ça, c'est des formules du cours. Pour une suite géométrique, UN peut être exprimé en fonction de n à partir de n'importe quel terme. Donc, UN est égal à UP, facteur de Q, qui est le terme, facteur Q exposant n moins P. Ici, le terme qu'on a, c'est le premier terme, U1. Donc, UN c'est égal à U1 multiplié par Q n moins 1. Si c'est U2 qu'on avait, ou bien si on voulait l'effectuer à partir de U5, on allait dire que UN est égal à U5 facteur de Q, moins Q puissance n moins 5. Donc, ce qu'on applique ici, U1, c'est 4 quinzièmes, c'est le premier terme. 1 sixième qui est Q, facteur de n moins 1. Par conséquent, on demande d'exprimer Pn en fonction de n tout court. Donc, UN est égal à Pn moins 2 cinquièmes, ce qui est aussi égal à ça. Donc, il suffit seulement de transposer le 2 cinquièmes de l'autre côté là, et on aura Pn est égal à 1 sur 15, 1 sixième exposant n moins 1 plus 2 cinquièmes. Et voici, nous voilà au terme de notre truc. On demande de calculer la limite lorsque n tend vers plus l'infini de Pn. Limite lorsque n tend vers plus l'infini de Pn, c'est la limite. Comme Pn, on l'avait déjà exprimé en fonction de n, on utilise cette expression-là. On l'avait vu tout à l'heure. Voilà, c'est l'expression qu'on avait. Donc, c'est ce qu'on utilise ici. La limite d'une somme est égale à la somme des limites. Donc, on aura limite de ça plus limite de 1 cinquième. Maintenant, voyons, limite de 1 cinquième, c'est simple. Limite d'une constante, donc c'est de 2 cinquièmes. Limite d'une constante, c'est 2 cinquièmes. Limite de 2 cinquièmes, c'est 2 cinquièmes directement. Donc, on va essayer de voir avec ça. Maintenant, ça, cette limite-là, ça vaut 0.
Pourquoi? Parce qu'en guise de rappel, on va vous le donner. La limite lorsque n tend vers infini de q exposant n, si q est strictement compris entre moins 1 et 1, cette limite-là vaudra 0. Vous allez me dire que voilà, ici c'est pas n, c'est n moins 1. Mais ça revient au même du moment où, lorsque n tend vers infini, n moins 1 aussi va tendre vers l'infini. Et q c'est un sixième. On est sûr et certain que un sixième est compris entre moins 1, strictement compris entre moins 1 et 1. Bon, j'avais pas réfléchi sur le cas de 0, mais bon, 0 est un élément particulier. Donc, compris entre moins 1 et 1, exclu, 0 excluant, parce que ça vaudrait rien si on avait 0, si q était égal à 0. De toute façon, ça me donnerait 0. Même de toute façon, ça donnera 0. Hein. Donc, cette limite vaut plus ou moins 1. Par exemple, si q est égal à 1 exposant n c'est 1, la limite reste toujours 1. Pour le moins 1 aussi, c'est la même chose. Ça allait dépendre de la puissance et du signe de l'infini. Donc, plus ou moins 1. Et sinon, si ce n'est pas un de ces cas-là, ça va diverger. C'est-à-dire, la limite vaudra infini. Selon que ici, on aura plus l'infini ou moins l'infini et que n soit pair ou pas. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que Q, il est compris entre moins 1 et 1, car c'est égal à 1 sixième. 1 sixième compris entre plus petit que 1 et plus petit que 0. Donc, plus grand que 0. Donc, plus grand que moins 1. Donc, ce qui nous donne ici 0. Donc, cette limite-là vaut 0. Il ne restera que ça qui vaut 2 cinquièmes. Par conséquent, on peut encadrer facilement n, limite lorsque n tend vers infini de Pn est égal à 2 cinquièmes. Donc, c'était tout pour cet exercice et rendez-vous très prochainement pour d'autres exercices.